Alors, moi je suis de 1975, donc j'ai grandi avec les animés des années 80 qui sont arrivés en France, donc Goldorak, Capitaine Flamme et entre autres Albator. J'ai aimé ça dès que je les ai vus, je pense. J'ai tout de suite commencé à dessiner aussi à cette époque-là. Et puis toute ma jeunesse, j'ai dessiné les Chevaliers du Zodiac, j'ai dessiné Dragon Ball, etc. Donc j'ai vraiment jamais quitté ce monde de la japanimation pour un jour espérer en faire un métier. Et c'est vrai que ça s'est fait un petit peu par hasard, cette rencontre avec les éditions Kana, eux-mêmes qui avaient un certain nombre de licences un peu emblématiques des années 80, comme Senseiya et Albator par exemple. Et voilà, cette rencontre a permis justement qu'on puisse présenter un dossier aux ayants droit japonais, aux auteurs originaux japonais, qui étaient Leiji Matsumoto pour Albator et Masami Kurumada pour les Chevaliers du Zodiac. C'est comme ça que la collection classique s'est démarrée. Pourquoi Albator? Alors Albator, je l'ai découvert quand j'étais enfant, mais je pense que je ne comprenais pas très bien ce qui se passait dans la série. Je pense qu'il me faisait un peu peur, tu vois, ce personnage charismatique avec la tête de mort, qui tirait sur des femmes qui sortaient des arbres et tout. Je pense que je comprenais pas trop. J'étais plus Goldorak, tu vois, avec des histoires assez manichéennes. Mais j'ai redécouvert Albator quand j'avais une vingtaine d'années, et là j'ai vu en fait toute l'ampleur du personnage, toute la profondeur de l'histoire, tout le deuxième degré de lecture aussi que Maître Matsumoto avait mis dans son œuvre, tout le rapport à l'écologie, tout le rapport à la robotique, etc. Et j'ai été totalement fasciné du personnage qui est déjà très charismatique. Ça, il l'était déjà quand j'étais enfant, mais il a continué à l'être en étant adulte. Et puis je trouvais qu'il y avait moyen de faire quelque chose vraiment d'actualité sur ce personnage-là. Donc oui, j'ai été passionné d'Albator dans les années 90. Et cette passion ne m'a jamais quitté jusqu'à maintenant. Alors, c'est assez rigolo parce que moi j'ai appris à dessiner avec les dessins animés japonais. Donc c'est comme si je te demande, est-ce que c'est difficile pour toi de parler français? C'est ta langue maternelle, quoi. Comme c'est ça qui m'a appris à dessiner, j'ai eu rapidement les codes des animés, alors des années 80 justement. Peut-être que les animés d'aujourd'hui seraient plus compliqués, mais pour les années 80, c'est vrai que le style graphique était à peu près constant d'une série à une autre. Et donc ça a été ma langue maternelle du dessin, si tu veux. Donc évidemment qu'il y a une partie de difficulté pour se l'approprier et faire en sorte de rajouter des choses un petit peu plus personnelles à l'intérieur des dessins. Mais la base, les mots de vocabulaire classiques, je les avais parce que j'adorais ça en étant enfant et que je n'arrêtais pas de dessiner. J'ai appris à dessiner avec ça, si tu veux. Donc forcément derrière, cette maîtrise, elle est venue peut-être plus rapidement que si je devais travailler aujourd'hui sur quelque chose que je ne connais pas du tout. Donc non, c'est toujours un bonheur de travailler sur ces licences-là parce que j'en ai été passionné et je le suis encore. Donc mettre toute sa passion au service de quelque chose qu'on aime, forcément c'est plus facile. Mais après, tu as raison de dire qu'il faut s'approprier un petit peu le personnage. Donc après tu mets des coups de projecteur scénaristiques sur tel ou tel domaine que tu as préféré, notamment l'écologie en ce qui me concerne. Et puis après tu essaies aussi de glisser à l'intérieur de tes aspects graphiques des choses qui te sont personnelles. En fait, si tu veux, Albator c'est une série qui était un peu à part dans les années 80 parce qu'on parlait tout à l'heure de série manichéenne. Elle ne l'était pas vraiment. Albator, quand tu le regardes aujourd'hui, c'est vraiment un genre de Dark Knight, quoi. C'est un Batman. C'est un gars qui rend la justice, un peu dans l'ombre, un peu de manière pirate, et en même temps qui est poursuivi par le gouvernement. C'est hors la loi. Il est considéré vraiment comme un paria par ses pairs. Donc il y a vraiment cette notion, tu vois, de Dark Knight. Et déjà à l'époque, je ressentais que c'était pas vraiment le gentil qui défend la planète contre les méchants extraterrestres. Il y avait cette distribution des rôles qui était un petit peu différente, avec ce gouvernement qui était corrompu, les humains étaient devenus passifs, paresseux, etc. Lui qui essayait de réveiller les consciences avec ses actes de piraterie et qui, malgré tout, veillait quand même sur la planète, notamment pour la petite fille qui joue de l'ocarina, dont les gens se souviennent bien avec la musique. Et par rapport à ce peuple extraterrestre qui essayait de reconquérir la planète, tout en étant légitime, puisqu'en fait c'est une métaphore de la nature qui cherche à reprendre ses droits sur la planète où les humains font n'importe quoi avec. Donc tu sentais qu'au niveau distribution des rôles, c'était déjà pas forcément deux entités gentils-méchants, mais il y avait trois entités qui s'entrechoquaient. Et pour créer ce mémoire de l'Arcadia, on s'est dit qu'est-ce qui se passerait s'il y avait une quatrième entité qui venait déséquilibrer ce trio classique. Et Maître Matsumoto a été adorable parce qu'il nous a dit du moment que vous respectez l'ensemble des personnages, leur caractère, leurs caractéristiques et surtout les relations qu'ils ont les uns avec les autres, vous pouvez créer de l'inédit, vous pouvez créer une histoire qui est le fruit de votre imagination. Donc on a proposé comme ça de faire quelque chose d'inédit en rajoutant cette quatrième entité. Oui et oui.
Maître Matsumoto malheureusement nous a quittés l'an dernier en février 2023. Depuis, quand on travaille un petit peu sur la licence Albator, c'est avec sa fille qu'on a du contact, qui est très heureuse de voir qu'on continue à faire vivre Albator en France notamment. Ça nous fait très plaisir parce que c'est vrai que l'objectif de la collection classique, c'est de faire vivre des séries qui nous ont marqué quand on était enfant et que peut-être les auteurs originaux ne peuvent plus faire vivre. Là, typiquement, c'est le cas. Et oui, revenir sur Albator, ce serait un vrai plaisir, mais peut-être pas pour faire une suite à Mémoire de l'Arcadia, mais pour faire quelque chose d'autre. L'idée est venue quand on a fait justement un hommage à Leiji Matsumoto en début d'année, au musée Guimet à Paris. Il y a eu toute une rétrospective de l'œuvre générale de Maître Matsumoto qui ne se limite pas qu'à Albator. Il y a Galaxy Express, il y a Yamato, il y a plein de choses. Et on a reparlé de tous les Albator qu'a créé Matsumoto. Parce que nous, on connaît celui qui est le pirate de l'espace, mais il y a un Albator au temps du western, il y a un Albator au temps de la Première Guerre mondiale, au temps de la Deuxième Guerre mondiale, etc. Et donc, il a commencé à germer l'idée de vouloir faire une sorte d'œuvre un peu hommage à tous les Albators de Matsumoto, qui consisterait en un album, un gros album par contre, où un personnage irait justement dans le passé retrouver les différents Albators des différentes époques pour essayer de s'en inspirer et de retrouver le Albator de son époque à lui qui a disparu. Et ce serait vraiment une sorte bien sûr c'est un truc science-fiction parce que ça se passe dans les temps futurs, mais ce serait vraiment un bel hommage à toute l'œuvre de Matsumoto et non pas juste un Albator particulier qui était le Albator 78 pour les 3 albums que j'ai fait. Le film 2013, il est très réussi visuellement. Moi, je trouve que j'ai pris une claque visuelle. J'ai beaucoup aimé l'Arcadia qui fait un peu alien. Le personnage était bien décrit. On a senti que Shinji Aramaki avait bien maîtrisé tout le personnage, avec un côté un peu steampunk aussi qu'il n'avait pas dans la série télé. Donc j'ai bien retrouvé l'ambiance très noire d'un Albator. Il m'a juste manqué un petit peu un bon ennemi à Albator. Parce que je trouve que ce qui est bien avec le personnage, c'est qu'il est très charismatique, mais souvent tu as besoin, pour exploiter à fond un personnage, tu as besoin de lui mettre un antagoniste en face de lui, un bon antagoniste. On dit même souvent qu'un bon film est réussi quand il y a un bon méchant. Et je trouve que celui-là en manque peut-être un petit peu. Et il aurait mérité d'avoir une suite avec un méchant qui est un petit peu plus charismatique, qui viendrait pour la suite. Mais j'aime bien cette idée de montrer qu'il y a une certaine continuité qu'Albator. Ça n'est pas juste un personnage fictif, mais c'est une idée, un concept en fait. C'est le principe de quelqu'un qui représente la liberté, le libre arbitre, etc. Et j'aime beaucoup cette notion-là. Voilà, le personnage d'Albator, il est visuellement connu comme on le connaît dans le dessin animé, mais il représente quelque chose de beaucoup plus large que ça. C'est très, très rigolo parce que quand j'ai sorti Mémoire de l'Arcadia, c'était la crise des Gilets jaunes à cette époque-là, et on m'invitait comme ça sur des plateaux pour me dire mais finalement Albator qui combat le gouvernement, qui essaye de réveiller les consciences, etc. C'est un genre de gilet jaune de l'espace, quoi. Je fais bah oui si vous voulez. Et c'est vrai qu'il y a un petit peu de ça, c'est qu'au-delà du personnage et des aventures qu'il peut vivre dans le dessin animé ou dans le manga, ça représente vraiment un concept de liberté et je trouve ça très intéressant de montrer qu'il peut être en fait intemporel à n'importe quelle époque. Mais s'il y avait une série qui serait susceptible d'être réalisée et je m'éclaterais à faire, ce serait Ulysse 31, qui est une série vraiment début des années 80, avec évidemment, comme son nom l'indique, une ambiance mythologie grecque importante, mais pas que, parce qu'il y avait un tel travail dans cette série, même aujourd'hui quand je la regarde, je tombe à genoux devant la qualité des graphistes, des musiques, des scénarios, même des jouets dont je suis collectionneur. C'était une série vraiment pleine, entière, et en plus, première collaboration franco-japonaise de l'animation à cette époque-là de la société DIC, avec Jean Chalopin, Bernard Derriès, Nina Wallmark, qui étaient les auteurs de l'époque et réalisateurs. Et je reconnais que si j'avais une petite lettre au Père Noël, j'aimerais bien faire quelque chose sur Ulysse 31. Un Ulysse 32 peut-être. Ce qui est bien, c'est que les auteurs, en fait, quand tu discutes avec eux, tu n'en as pas deux qui travaillent pareil, tu n'en as pas deux qui abordent leur travail pareil, etc. Moi, j'ai des auteurs comme ça que je trouve vraiment absolument incroyables d'un point de vue graphique. Et il y en a un qui me
plaît énormément. D'abord, c'est un ami, et puis c'est un bon moyen de lui rendre hommage. C'est Patrick Sobral qui fait Les Légendaires. Alors je suis pas sûr que j'aimerais être dans sa tête, mais je suis très admiratif de ce qu'il a réussi à faire. Patrick a été, au début des années 2000, quand il a commencé Les Légendaires, il a été un des rares à prouver aux gens de notre génération qui rêvions de vivre de la BD et qui nous heurtions à un mur, puisqu'il y avait quand même un mur dans les années 90 des auteurs de franco-belges qui disaient non, on veut pas de manga, on veut pas de style manga. Il a été le premier à non seulement prouver qu'on pouvait faire de la BD franco-belge avec un style inspiré du Japon, un des premiers, je trouvais, pas le premier, mais un des premiers. Il y en a eu d'autres, mais disons que lui a connu en plus une très très grande réussite avec Les Légendaires, et ça nous a vraiment ouvert la voie à toute une génération de jeunes auteurs. On était jeunes à l'époque, au début des années 2000, on est un peu moins aujourd'hui, mais prouver en effet qu'on peut aujourd'hui faire de la BD franco-belge avec de l'inspiration comics, avec de l'inspiration manga, parce qu'aujourd'hui les frontières sont tombées, il n'y a plus les trois familles différentes aux trois coins du globe, mais il y a vraiment aujourd'hui, on se nourrit de l'animation japonaise, on se nourrit du comics, on se nourrit de la franco-belge, et on arrive à faire un mélange de tout ça. Et il a été un des premiers à prouver ça, et du coup je suis très reconnaissant pour ça, en plus de son amitié.